Bonjour à tous. Donc moi je vais me présenter rapidement. Je suis Frédéric Donat, directeur technique et cofondateur de Secloud IT, qui est une start-up sophiapolitaine sur la sécurité. Et on est éditeur de logiciels de sécurité. Donc très rapidement, on a été créé en 2011. Notre créneau, c'est la recherche de failles ou de vulnérabilités sur une infrastructure, donc en partant des systèmes jusqu'aux applications web. Et c'est sur la partie application web que je vais intervenir aujourd'hui. Donc, pardon. Le sujet, c'était les microservices et les API. Donc, je fais juste ici un petit rappel sur qu'est-ce qu'un service monolithique ou des microservices. La différence, elle est assez flagrante. Je pense qu'il y en a qui connaissent ça très très bien ici, qui ont déjà dû passer des applications monolithiques en microservices, qui voient le changement que c'est. Ce qu'on peut en déduire, assez simplement, c'est que c'est un fonctionnement très simple. Il doit y avoir un processus qui rend un service et un seul et qui doit le faire très bien. C'est un petit peu la philosophie Linux, mais c'est exactement ça. Donc on peut en général les accéder via des API REST et ensuite ces microservices, ils peuvent avoir chacun leur langage. On peut avoir une partie qui est en Java, une partie en Ruby, en Node, un peu tout ce qu'on veut. Donc sur cette partie-là, je dirais le point d'entrée, c'est le microservice et l'API, et donc il faut se poser des questions de sécurité. D'une part, est-ce qu'on a isolé du réseau ces briques et ces composants microservices? Est-ce qu'on a mis en place les bons mécanismes? C'est-à-dire, est-ce qu'on sécurise les flux? Est-ce qu'on fait proprement de l'authentification et des autorisations des utilisateurs, voire d'autres microservices qui peuvent les accéder? Ensuite, il faut aussi savoir que ces microservices, ils interagissent entre eux. Donc, il y a des exemples qui sont très flagrants. Oh, pardon. Donc, j'espère qu'on voit pas trop mal. Ça, c'est un exemple qui permet de comprendre que les microservices, il y a une réelle complexité derrière sur ces déploiements et qu'il y a des interactions entre eux. Il y a des redirections, il y en a qui parlent avec certains, qui, par exemple, là, si on fait un déploiement et qu'on peut voir ça chez Amazon, il y en a qui communiquent et il y en a qui ne communiquent pas. Et bien ça, il faut le prévoir, il faut le mettre en place dans l'architecture. Et une chose très importante, c'est les logs. Il faut que vous ayez des logs pour pouvoir tracer tout ce qui se passe sur vos microservices. Quand est-ce que l'un appelle l'autre, qui a fait quoi et quand. C'est la question principale en termes de sécurité. Donc, pour les frameworks, je ne les ai pas tous listés ici, mais c'est un petit peu la même chose. Vous avez quantité de frameworks qui vous permettent de développer des microservices, avec quantité de langage. Et même des plateformes, comme chez Ricardo, où tout est carrément intégré. Et même si tout est carrément intégré, ils avaient des conteneurs Docker qu'il fallait savoir où déployer, comment déployer, avec des choses qui étaient dedans. Il y avait des frameworks, des langages qui étaient utilisés. Et bien tout ça, il faut en tenir compte en termes de sécurité. Et donc, une des choses, et un des principes de sécurité qu'on retrouve partout, c'est le principe des moindres privilèges. Quand vous avez un framework, par exemple, vous déployez dans un conteneur Docker, si ce framework doit accéder à une base de données, il doit accéder à la sienne avec les droits qu'il a besoin. S'il a juste besoin de lire des données, il les lit, il n'écrit pas. Et ça, dans tous vos microservices, dans tous les liens entre microservices, et même à l'intérieur avec le déploiement du framework. Le temps où le framework, il avait un utilisateur, un super utilisateur sur les plateformes Linux, par exemple, et ça, il ne faut plus le faire. C'est vrai avec les services normaux, c'est encore plus vrai avec les microservices. On peut aussi citer le fait que il faut savoir, quand on fait l'architecture de son microservice, comment ça va se passer. C'est-à-dire, est-ce que j'aurai besoin
que ça soit un utilisateur et des droits d'utilisateur qui soient transférés entre microservices, ou alors est-ce que je peux me permettre qu'un microservice ait lui-même le droit d'accéder à un autre microservice? C'est très important, hein. En termes de sécurité, si jamais vous avez un utilisateur lambda qui utilise les droits d'un microservice 1 pour accéder au microservice 2, si jamais vous avez une erreur de code, ce qui arrive parfois, et bien à ce moment-là, cet utilisateur lambda aura tous les droits du microservice 1. Et donc pourra faire tout ce qu'il veut sur le microservice 2. Voir la suite. Encore une fois, il faut loguer tout ce qui se passe au niveau de votre framework. Là, on va descendre encore d'un cran et on va parler du déploiement. Donc, de nos jours, on est plus sur des technologies de conteneurs, mais on a encore des microservices qui tournent sur des environnements virtuels. Donc ça, il faut en tenir compte et il faut prendre la sécurité de ces environnements-là, que ce soit la sécurité des containers. Vous avez, si besoin, des guides qui sont disponibles sur Internet. Il y a le Center for Internet Security qui vous publie un document PDF à vous dire il faut tester ça, 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 ça et ça, et on le fait comme ça pour chaque partie du container. Il y a aussi des guides qui arrivent pour les orchestrateurs des conteneurs. Typiquement, il y a un guide qui va arriver pour Kubernetes. Mais il faut également faire attention quand on utilise du Swarm ou du Mesos ou je ne sais quoi d'autre. Toujours sur cette partie-là, quand on est dans les microservices et dans ce déploiement en fait de conteneurs ou de machines virtuelles, eh bien, ce qui reste vrai, c'est que il y a des liens entre ces machines virtuelles-là ou ces containers, et que ces liens-là, eh ben, il faut sécuriser, et il faut autoriser que les liens qui doivent se faire et qui sont utiles à l'application. Hein ? C'est si on prend une vue un peu macro, il ne faudrait pas que on ait un microservice qui puisse être trop mal configuré en partie front, qui puisse lui donner accès à tout ou partie du réseau de base de données. Si ce microservice doit accéder à une base de données, il doit accéder à celle-là et juste celle-là, aucune autre. C'est ce qu'on peut voir sur les documents. Maintenant, si on revient sur la sécurité des microservices et des API en particulier, parce que tout microservice, en général, il est servi par une API. On s'aperçoit que cette année, l'OWASP, qui est le groupement des professionnels de la sécurité des applications web, donc qui regroupe à la fois des gens qui font des tests de sécurité sur les applications web, des gens qui vendent des logiciels pour protéger des applications web, et des développeurs sur les applications web. Tous ces professionnels ont mis un peu de temps à sortir un nouveau guide, qui est encore en release candidate, mais qui va être fait, je crois, qui doit sortir en juillet. Dans cette partie-là, maintenant, ils ont consacré un point particulier pour les API. Ça veut dire que les API, il y en a de plus en plus et qu'il faut prendre de plus en plus en compte tout ce qui se passe au niveau API. Hein, il ne suffit pas que tout le reste soit fait, qu'on teste l'application avec le navigateur web. Non, il faut prendre en compte la sécurité des API. Donc là, en l'occurrence, le point 10, c'est les API qui ne sont pas protégées. Donc il n'y a aucun mécanisme devant. L'API en elle-même, eh ben, elle n'est pas suffisamment protégée, que ça soit en contrôle utilisateur et encore plus en contrôle serveur. Hein, quand on a une partie front et une partie back, si on fait de la validation de paramètres du côté front, c'est comme rien faire pratiquement. Parce qu'il suffit qu'un utilisateur ou un développeur utilise les paramètres d'inspection des navigateurs web, il change le paramètre et ça part direct dans le serveur et ça exécute la commande. Ça, je pense que tout le monde l'a déjà vu passer celle-là. Alors, les choses en plus,
Et ben, les choses en plus, c'est ce qu'on fait traditionnellement sur les applications web. C'est-à-dire que dès qu'on a une authentification, il faut authentifier les personnes et les services, il faut leur donner des autorisations, c'est-à-dire que chaque utilisateur a le droit d'avoir certains objets, mais pas tous les objets de la plateforme. Chacun a son contexte d'exécution et son contexte d'accès à des objets. La deuxième chose, c'est sur les autorisations, il faut être très conscient de ce qu'on donne comme accès. Hein, on a typiquement les accès lecture, écriture, suppression, et même voir ce qu'on appelle le listing, c'est-à-dire ce qui est différent de la lecture, c'est-à-dire que je peux lister le nombre, par exemple, si on prend un service comme Amazon Web Services, on peut lister le nombre de machines virtuelles, d'accord, ça c'est une fonctionnalité. Par contre, pour avoir les détails de ces machines virtuelles, ben, c'est un autre droit qu'on a besoin. Hein, et ben, c'est la même chose pour les microservices et les API. Et donc dans l'OWASP, si on fait un petit peu attention à ce qu'il y a dessus, et ben, on retrouve quatre points au final où on parle des API. On retrouve les points, il faut faire de se protéger contre le cross-site scripting. Donc ça, c'est assez connu maintenant. Et encore, je le rappelle, côté back, c'est important de le faire. Il y a plein de protections qui peuvent se faire côté front, mais il faut toujours une confirmation et une vérification côté back. C'est la même chose pour les données qui peuvent être sensibles et exposées. Hein, on l'a au niveau des API, mais on l'a aussi au niveau des frameworks. Typiquement, lorsqu'on a un serveur web qui sert l'API, si le serveur web est très mal configuré, et ben à ce moment-là, il peut donner accès à lister le répertoire de backup. Donc ça, il faut l'intégrer aussi. Il faut aussi savoir que tous ces composants doivent être à jour. Hein, on ne peut pas estimer avoir un bon niveau de sécurité quand on n'a pas des composants à jour. Alors ça s'est très bien vu récemment avec deux, trois unes faites dans quelques journaux pour un système d'exploitation fenêtré qui a eu quelques soucis, mais c'est aussi vrai pour les applications web. Par contre, des fois, ça fait un peu moins la une. Donc, je vous les ai mis ici un peu plus pour toujours vous attirer sur ces points-là. C'est des points qu'on retrouve tout le temps quand on teste une application web. Le cross-site scripting, il y a encore énormément d'endroits où on en retrouve. Même s'il y a des frameworks qui sont censés être capables de couper tout ça. Et alors on en retrouve parce que maintenant, on peut les faire à travers des logiciels tiers. C'est-à-dire que quand vous avez votre microservice qui va récupérer des données d'une application, il suffit que dans ces données d'application, j'injecte des balises script. Et ben des fois, on a les logiciels et les API, les services, qui nous remontent directement le pop-up. Parce qu'ils ont lu, ils n'ont pas protégé, c'est le pop-up qui remonte. Les données sensibles, ça c'est toujours un point qui est très important. Il faut vraiment faire attention sur l'exposition et vraiment restreindre au maximum les données qui sont accédées, encore une fois. Donc, mettre des mécanismes de protection en place. Alors, ça, on ne peut pas que compter sur des logiciels qu'on peut mettre devant les microservices. Hein. Souvent, on peut mettre ce qu'on appelle les Web Application Firewall. Donc, c'est de la protection applicative de services web. Ça ne marche pas tout le temps. Et dans vos microservices et dans vos API, il faut que vous prévoyez que quelqu'un va soit essayer de lister les utilisateurs. Hein, il suffit de prendre un utilisateur, on teste quelques mots de passe, et des fois on a un mot de passe invalide. Ok, ben parfait, ça veut dire que cet utilisateur-là est valide. J'ai plus qu'à trouver le mot de passe. D'accord ? Au bout de 3-4 tentatives, ben, il faut pouvoir bloquer un petit peu ça. Parce que sinon, vous allez prendre des requêtes à chaque fois et on va vous tomber le microservice. Voilà, ce sont que quelques exemples, mais encore une fois, c'est toujours possible. Bon, les composants avec les vulnérabilités, il faut les éliminer. Alors, je sais que des fois, c'est pas facile.
des fois, quand on a toute une partie du microservice qui tourne dans une version, c'est peut-être pas forcément très facile de faire un update de la version de base. Par contre, si vous êtes dans des méthodologies un petit peu agiles ou DevOps, qui sont plutôt ce qu'on fait quand on est dans le microservice, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut s'intégrer facilement dans une shell de build, et quitte à perdre un petit peu de, je dirais, de temps à intégrer ces nouvelles versions et à faire ce passage-là, il faut absolument le faire. Merci Cédric. Je vais aller très vite donc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de détecter les problèmes? Eh bien, on peut faire ce qu'on appelle des scans de vulnérabilité. Donc, il y a trois niveaux. On peut aller au niveau du réseau pour essayer de voir les interactions entre les briques des microservices qu'on a mis en place. On peut le faire en termes de vulnérabilité sur tous les logiciels de la couche qui permettent de mettre à disposition le microservice et les API. Et enfin, on peut tester très fortement avec les recommandations de l'OWASP. Et il y a même un outil gratuit de l'OWASP qui s'appelle le ZAP, Z Attack Proxy, qui marche du feu de Dieu. Donc je vous incite maintenant à mettre quelques outils, donc soit des scanners de vulnérabilité, alors peut-être pas forcément réseau, mais pour les logiciels et pour les parties web, et à les intégrer dans vos chaînes de build. Vous avez déjà tout qui est automatisé, le composant, vous le déposez sur un repo, le repo il est automatiquement mis dans une pré-prod quand c'est disponible. Et ben, incluez un petit scan de vulnérabilité et mettez les problèmes dans votre... alors je ne sais pas quel outil vous utilisez, mais dans votre bug tracker pour que le développeur puisse lui-même prendre ça comme un bug. Vous pouvez même avoir des analyseurs de code, c'est encore très pratique et ça marche pas mal. N'hésitez pas à faire tout ça et à mettre les conteneurs à jour. Bon, les bénéfices de faire ce système-là, c'est que vous allez réduire énormément votre fenêtre de vulnérabilité et de failles sur vos infrastructures et vos microservices. La deuxième chose, c'est qu'en utilisant des choses qui sont complètement automatiques, vous êtes sûr de reproduire à coup sûr. C'est pas le bug 128 que Madame Michu a fait chez elle et que personne ne sait refaire. Non, il suffit de cliquer sur le bouton et ça se refait, quoi. Et au final, vous allez y gagner sur des coûts. Donc j'ai été assez rapide sur la fin. Vous m'en excuserez. Vous trouverez ici des références sur des questions à se poser quand on fait son microservice et sur la sécurité des microservices. Les parties OWASP qui sont vraiment dédiées aux microservices et aux API, notamment aux API REST. Vous avez tous les guides qui vous donnent les points et il y a même des guides qui vous disent voilà, il faut faire ça, 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 ça et comme ça. Le site de l'OWASP, je vous l'encourage très fortement. Merci à vous tous.